Ocapiat, c'est l'opérateur de compétences pour l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires. Et aujourd'hui, cet après-midi, l'objectif, c'est de mettre en valeur des MAF, des meilleurs apprentis de France. Vous allez en voir 4, mais avant ça, je vous demande d'écouter et d'accueillir M. Hervé Proch, qui est le président d'Ocapiat. Bonjour, merci à toutes et à tous. Effectivement, je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui autour de cet événement qui va mettre en valeur donc nos meilleurs apprentis de nos métiers. Et c'est vraiment quelque chose pour moi de merveilleux. Et encore une fois, je suis vraiment ravi de les accueillir. Alors, je souhaiterais quand même les citer. Vu que vous avez donc pour le secteur équestre, donc Marc Gobelin. Et également donc dans le secteur du paysage, Nicolas Duclos. Tu peux avancer. Ensuite, donc par contre, excusez-moi, j'ai pas dit donc, mais Margot qui est donc de l'EPL Agricampus de Laval. Nicolas, qui lui est donc du CFARA PACA, CFPPA Campus des métiers vers Azur d'Antibes. Vous avez également Lucas Debar, qui est formé par la maison familiale rurale de Montléon. Et Benjamin Bourreau, qui est formé au lycée agricole de Fresnes, d'Angers. Donc tous les 4 ont été élus meilleurs apprentis de France et récemment médaillés meilleurs ouvriers de France dans nos secteurs. En tout premier lieu, donc, je tiens donc à vous féliciter, non seulement pour votre engagement, mais également pour votre réussite. Je pense qu'on peut encore une fois les applaudir. Vous êtes effectivement l'illustration que nos métiers ont du sens, qu'ils sont attractifs et que l'on peut s'y épanouir. Aujourd'hui, c'était encore une fois quelque chose de très important que vous soyez parmi nous, parce que justement, on a toujours tendance à dire que nos métiers souffrent d'une mauvaise image, et vous êtes bien là pour démontrer le contraire. Et surtout, je voudrais mettre à l'honneur donc vos talents et vos mérites, encore une fois. Ocapiat couvre un large périmètre professionnel qui est composé de 50 branches professionnelles, 185 000 entreprises et environ 1,2 million de salariés. Et ce secteur va de l'agriculture, de la coopération agricole, de l'agroalimentaire et de la pêche, ainsi que ce qu'on appelle communément les territoires, donc qui est le T d'Ocapiat, et qui représente donc les maisons familiales rurales, les caisses de MSA, les chambres d'agriculture et les caisses régionales de Crédit Agricole, ainsi que Groupama. Merci Jérôme. Ocapiat, donc, c'est également plus de, comme je disais, 1,1 milliard d'euros engagés et investis tous les ans dans le financement des formations professionnelles continues et dans l'apprentissage. En tant qu'opérateur de compétences, Ocapiat a pour mission donc, de financer les projets de formation, d'accompagner la montée en compétences, de développer les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. En qualité de président, je suis donc très attentif et attaché à la promotion de l'alternance et du développement de l'apprentissage.
Nous mettons en œuvre d'importants moyens à ce sujet sur l'ensemble du territoire avec l'ensemble de nos branches professionnelles, nos entreprises adhérentes et tous nos partenaires. Nous sommes fiers à nouveau pour l'OPCO, donc d'avoir contribué à développer le nombre de contrats en apprentissage qui est passé de 21 000 en 2020 à plus de 50 000 en 2022. Vous voyez que la progression est énorme et je dois profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble de nos partenaires, mais également nos équipes qui font un gros travail tous les jours sur le terrain pour pouvoir arriver à ces chiffres. Toutefois, je ne souhaite pas que nous évoquions l'apprentissage uniquement sous l'angle des chiffres, c'est-à-dire le nombre d'apprentis et le volume de fonds engagés. Il nous faut également parler d'apprentissage pour mettre à l'honneur nos métiers, nos CFA, donc qui nous font la joie d'être parmi nous aujourd'hui, mais également nos entreprises et surtout les jeunes et particulièrement vous aujourd'hui. Merci donc de cette occasion que vous nous donnez de montrer à quel point l'apprentissage est à la fois une voie d'avenir ainsi qu'une voie d'excellence. Je suis ravi encore une fois d'échanger, des échanges que nous allons pouvoir avoir sur ce sujet à l'occasion de cette rencontre. Merci beaucoup et je laisse... Merci beaucoup à vous et donc je vous propose de continuer nos échanges. Merci à vous. Merci Président. Je demande à Margot Blin de nous rejoindre et à Gérard Parizeau. C'est mieux le son comme ça? Et à Gérard Parizeau, je vous en prie, installez-vous. Ouais, on va prendre. Donc Margot, vous êtes une MAF médaillée. Certains sont venus avec la médaille, mais pas tous. On va pousser pour qu'on puisse bien vous voir. Et Gérard Parizeau, vous êtes directeur de l'Agricampus de Laval. On attendait également la personne dans le domaine pour lequel vous travaillez, mais je crois qu'elle a eu un empêchement, donc elle ne sera pas là aujourd'hui. Margot, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire en fait votre parcours? Je crois que vous allez me dire ça. Vous avez 21 ans et vous montez à poney depuis l'âge de 4 ans. Comment entre les 4 ans du début du poney et aujourd'hui une médaillée MAF, quel parcours? Qu'est-ce qui, en quelques résumés, quel parcours avez-vous opéré? J'ai fait du poney depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé ça. Et puis un jour, on m'a dit que c'était possible de travailler dans le cheval et pas que de monter le samedi. Du coup, je me suis lancée dans un CAP que j'ai fait à l'école et en école continue. Et sauf que j'aimais pas rester assise tout le temps. Moi, je voulais apprendre sur le terrain, voir ce qui se passait réellement au jour le jour dans un centre. Donc, je suis partie en apprentissage grâce au lycée de Laval. J'ai trouvé un patron, j'ai effectué mes 3 ans chez mon premier patron et on nous a dit que c'était possible, qu'il y avait un concours pour devenir meilleur apprenti de France. Et je me suis présentée et en travaillant dur tous les soirs, le week-end et avec ma patronne, j'ai pu me présenter et du coup obtenir la médaille d'or au niveau national. Est-ce que dans votre famille, il y avait des personnes qui travaillaient dans cet univers-là ou c'est venu d'ailleurs ? Ah non, pas du tout. Mes parents, ils sont pas là-dedans. Non, c'est venu d'ailleurs des copains à moi qui ont fait ça. Et puis, je les ai suivis parce que j'aimais ça et que j'aimais cette branche. Et puis, de fil en aiguille, j'ai progressé avec beaucoup de travail. Comment on fait quand, effectivement, on n'a personne autour de soi qui est dans cette branche et qu'on dit « j'aime bien ça et j'aimerais bien en faire mon métier ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on arrive finalement à pouvoir se dire que ce sera une voie professionnelle ? C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche personnelle aussi, surtout. Après, il faut se renseigner auprès de beaucoup d'écoles déjà qui peuvent nous aiguiller sur les différents métiers qu'il y a dans le cheval. Parce que c'est super important de savoir ce qui nous correspondrait le mieux. Et après, de fil en aiguille, en travaillant, en s'entourant des bonnes personnes pour
suivre des formations, on y arrive. Et justement, pour vous, très concrètement, ça a été qui ces personnes, ces pivots ou ces repères qui vous ont dit tiens Margot, c'est là qu'il faut que tu ailles, c'est ça qu'il faut faire. Il y a bien eu des guides en fait à un moment. Ouais, c'était ma maman qui a toujours suivi mes projets. Je voulais aller là-dedans. Elle m'a dit si tu veux y aller, on ira. Et elle m'a beaucoup aidée. Puis après, j'ai une amie qui travaillait déjà dedans et qui m'a dit moi, je vais vous aider aussi pour trouver les bonnes écoles et pouvoir progresser dans ce milieu. Donc finalement, la professionnalisation de votre parcours, il s'est fait à quel âge? À quel moment vous avez su que ça y est, vous rentriez dans une branche professionnelle? À ma fin de troisième. Et je voulais pas aller en lycée général parce que je savais que ça allait pas aller, que c'était très compliqué à l'école. Donc j'ai voulu aller en CAP en me disant que dans le cheval ce serait mieux. Et en fait, je me suis réellement ouverte et découverte à l'école quand je suis rentrée dans un milieu qui me plaisait réellement. Où là, moi-même, je me suis découverte aimant l'école et travaillant dur pour progresser. Alors justement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, travailler dur, ça veut dire quoi jusqu'à devenir MAF? Qu'est-ce qu'on entend? Et puis tous les MAF là vont revenir dessus. Mais c'est quoi travailler dur concrètement? Et qu'est-ce qui fait la différence entre un qui va devenir MAF et un qui ne le sera pas? Eh ben, tout d'abord, travailler dur, c'est travailler pas que sur ses heures de travail, c'est beaucoup chez soi, faire des recherches personnelles pour pouvoir toujours vouloir connaître autre chose, un petit truc en plus, toujours se dépasser, pas rester sur ses acquis. Et c'est vraiment du travail pour devenir MAF et vraiment toujours essayer d'aller à l'excellence et pas de se contenter d'un travail simple, si je puis dire. Excellence parce que c'est un concours, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment tout le monde l'a pas, on passe pas le diplôme, c'est bon, vous êtes MAF. Oui, c'est ça, c'est des concours, des catégories par département, région, pour pouvoir obtenir l'autorisation d'aller concourir pour le concours national et pouvoir affronter les meilleurs dans cette filière. Gérard Parisot, je voulais rebondir sur ça justement. Comment vous décriveriez les MAF? C'est quoi leur spécificité, avant même peut-être de parler de leur qualité dans ce secteur? Bonjour. Je ne sais pas trop comment vous répondre. En tout cas, pour moi, effectivement, c'est vraiment une démarche importante de reconnaissance des métiers. Ce qui nous manquait un petit peu, en tout cas dans le secteur cheval, qui était un peu le parent pauvre sur ce sujet-là, c'est de pousser, de montrer aux jeunes qu'effectivement on peut aller encore plus loin, que la culture, elle s'acquiert dans leur domaine par le travail personnel, par l'engagement, qu'il y a une reconnaissance sur le terrain, que les maîtres d'apprentissage effectivement accompagnent et reconnaissent effectivement ce courage que certains jeunes prennent en disant au-delà de mon travail, déjà l'apprentissage, voilà, c'est un travail au quotidien, c'est des études à mener en parallèle, et de s'engager dans ce type de concours, ça montre qu'effectivement il y a des jeunes qui en veulent et qui avancent sur le sujet. Au ministère de l'Agriculture, on considère qu'il y a plusieurs missions, dont celle de l'insertion. Et la mission d'insertion, elle passe effectivement par la mission d'insertion scolaire, sociale et professionnelle. Et Margot, pour moi, c'est un super exemple d'engagement qui fait qu'il y a une insertion par l'engagement. Et voilà. Et puis, bien entendu, un établissement qui accompagne. On a la chance d'en avoir deux médaillés dans la même année donc, sur l'établissement. Donc, ça montre bien qu'on les accompagne et qu'on est fiers de leur démarche, quoi. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des différents métiers au sein de la filière. Donc, Margot, elle est dans la gestion d'une entreprise hippique. C'est bien ça, c'est votre filière? Oui, c'est ça. Gérard Parisot, il y a en fait plein de métiers dans l'univers hippique, bien des sûr. métiers auxquels vous formez. Oui, les lattes de jockey, les drivers, les maréchaux ferrants et les enseignants d'équitation. Voilà, et tous ces secteurs-là sont couverts par le MAF et c'est une très belle chose, quoi. Voilà. Couverts par les MAF et avec aussi des possibilités de diplômes différents, des approches différentes. Enfin, c'est un secteur très très vaste, très très riche et qui, je crois, même manque de monde. Enfin... Oui, là on s'aperçoit, souvent on a dit, dans le cheval, on forme pour rien, on ne sait pas ce que vont faire les jeunes, etc. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'un certain nombre de boxes sont vides, en particulier dans les écuries de course, faute de personnel. Voilà. Donc ce personnel, il faut aller le chercher, voilà. Et puis après, il faut le former, il faut les accompagner et les mener à l'excellence. Parce qu'on a besoin d'excellence aussi dans les secteurs professionnels. Voilà. Et par exemple, Margot, je pense qu'on va la retrouver dans le secteur enseignement sûrement l'année prochaine, j'espère en tout cas.
Et voilà, elle va concourir dans une autre épreuve, et avec la même fougue, j'espère. Enfin, voilà, et ça montre voilà, qu'un parcours, voilà, elle a démarré avec son CAP, elle a fait son bac pro, elle va être animatrice d'équitation, et elle sera sûrement brevet d'état d'équitation en 2024. Moi, je trouve ce genre de parcours remarquable, quoi. Voilà. Oui, vous disiez, Margot, vous, une médaille de MAF, ça vous suffit pas, donc vous allez en tenter une autre. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est pas parce que là, je l'ai eu cette année qu'il faut pas que je travaille encore plus pour en avoir une autre et pouvoir justement affronter encore d'autres apprentis, surtout dans une autre catégorie. Donc, c'est encore un autre travail personnel et des petits défis comme ça. Moi, j'adore ça, des défis de tous les jours. C'est super. Des doubles médaillés MAF, vous en voyez beaucoup, vous, Gérard Parisot? Non, mais j'espère. On a un super potentiel à travers Margot et d'autres jeunes. Et quelque part, elle est un exemple pour les autres. Voilà, un exemple qu'on peut y arriver. Qu'en s'engageant et qu'en travaillant, on peut y arriver. Et y compris à continuer de s'engager. Voilà, et ne pas dire j'ai cette médaille, ça me suffit. Non, on peut montrer qu'on peut continuer à s'engager, à travailler. Voilà. Moi, je trouve ça remarquable, en tout cas. Voilà. En dehors des médailles, pour vous, Margot, c'est quoi le projet à 5 ans, à 10 ans? Parce que ça, c'est des étapes, c'est des marches que vous montez. Et quand vous regardez un peu plus loin, vous imaginez quoi? Et déjà, pouvoir donner des cours dans des clubs de tout niveau. Moi, évoluer surtout à cheval, pouvoir tourner en amateur. Voilà. Et dans plusieurs années, si je peux ouvrir ma propre entreprise et pouvoir former 2 apprentis, j'en serais ravie. Gérard, c'est aussi un secteur qui évolue, qui bouge, qui se questionne. On parle beaucoup de transition écologique, on parle de bien-être animal. Le secteur, il est plus le même qu'il y a 10 ans ou 15 ans? C'est un secteur qui s'est pris en main, voilà, qui effectivement est à l'écoute de l'évolution sociétale. Le bien-être animal rentre effectivement dans les réflexions, dans les cours du quotidien. Toute la profession n'est pas prête à bouger d'un seul coup, mais voilà, dans le cheval, comme dans beaucoup de secteurs agricoles, une grande partie des générations, enfin, il y a un défi de renouvellement de génération, et les jeunes qui sont actuellement en formation sont les professionnels de demain. Et donc, effectivement, à Laval, en particulier, à travers les écuries ouvertes qu'on a mis en place, à travers le souci du bien-être animal sur toute la trajectoire, eh bien, ces jeunes-là, ils voient que c'est possible, qu'on peut adapter un certain nombre d'écuries et que la profession va évoluer sur le sujet pour s'adapter aux attentes sociétales et montrer que et donner de la durabilité à cette filière, voilà, parce qu'elle repose sur l'animal, sur le travail de cet animal, sur son exploitation. N'ayons pas peur du terme, c'est pas un souci, mais on peut le faire de bonne manière, voilà. Et c'est le défi de demain, bien sûr. Margot, ça c'est un sujet, notamment le bien-être animal, qui vous parle au quotidien quand vous travaillez avec les chevaux. C'est un questionnement que vous avez eu ou que vous avez au quotidien? Oui, c'est ça. C'est que tous les jours, il faut savoir si ce qu'on fait, c'est pour leur bien-être. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter en plus pour qu'eux soient bien et qu'ils nous apportent aussi. C'est un échange entre eux et nous tout le temps. Si eux sont pas bien, ils vont pas être corrects avec nous. Et donc, on va pas pouvoir travailler avec. Donc, c'est vraiment tous les jours savoir si le bien-être est là pour eux et si leur vie de tous les jours leur convient. Et c'est vraiment un défi en fait de tous les jours. Gérard, vous parliez d'écuries ouvertes. Peut-être développer un peu ce que c'est que cette spécificité. Alors, c'est pas une spécificité à Laval, mais si. À un moment donné, on s'est posé la question à Laval, avant que j'arrive, moi j'y suis que depuis septembre, de dire voilà. Bien-être animal, problématique de main-d'œuvre, problématique de fourrage. Comment on peut faire évoluer une écurie qui n'était pas du tout prévue pour ça, pour limiter le temps de travail et le consacrer plus au cheval et à l'éducation des jeunes. Avoir des chevaux effectivement plus tranquilles, plus posés, en particulier le lundi. Et donc, effectivement, la directrice de l'unité a commencé à ouvrir les portes des box. Voilà, et c'est pas juste les chevaux qui sont au paddock. On ouvre les portes des box à 17h et les chevaux font ce qu'ils veulent. Ils vont au paddock, ils vont dans le box de suite d'à côté, ils vont se balader, ils reviennent. Voilà. Et en tout cas, on a des animaux plus posés,
plus appropriées à la pédagogie et aux besoins. Je pense, et ce n'est pas encore mesuré, mais on travaille avec l'Université de Rennes sur le sujet, qu'on aura effectivement un taux de renouvellement de la cavalerie moindre, avec des chevaux qui vivent plus longtemps, moins de problèmes d'ulcères, meilleure digestion, meilleur respect de leur approche d'herbivores. Voilà, et surtout, voilà, des animaux plus calmes et plus posés pour les besoins pédagogiques. Voilà. Pour conclure et pour revenir au MAF, qu'est-ce que vous diriez, Margot, à quelqu'un qui a peut-être 16, 15, 16 ans et qui, comme vous, se dit, ou peut-être même moins que ça d'ailleurs, 13, 14 ans, et se dit, ben, moi aussi, j'aimerais bien exceller dans ce domaine de l'équitation. Je ne sais pas par où commencer. MAF, ça me dirait bien. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et bah, déjà, le travail, c'est beaucoup de travail personnel, ça, c'est sûr. Toujours essayer, même si la personne a des doutes pour le concours, est-ce que je vais y arriver? Faut pas s'arrêter à ça, faut foncer, y aller, être sûr de soi et travailler. Et le travail paye toujours, que ce soit maintenant ou l'année d'après si ça passe pas. Et ça se fera toujours. Vous avez été accompagné donc au sein d'AgriCampus. Il y a dont Gérard est le directeur. Il y a des enseignants, des formateurs, des moniteurs. Comment ça se passe cet encadrement? Eh ben, on a des formateurs, oui, qui sont tout le temps avec nous, qui nous ont aidés pour les épreuves du MAF, qui étaient avec nous, qui nous ont toujours dit on voulait se travailler, faire des recherches personnelles, mais au moindre doute, à la moindre question, faut pas hésiter, on sera toujours là. Ils ont été là et on a travaillé avec eux pendant les cours, à côté des cours, et ça l'a fait. Ils nous ont accompagnés même les jours des épreuves. Et même le jour J, ils étaient là. Si on avait la moindre question, ils étaient là à nous regarder, à voir comment on effectuait l'épreuve. Et c'était vraiment super. C'est les premiers soutiens, en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que, peut-être un petit mot de conclusion, Gérard, sur effectivement ceux qui se questionnent, qui se disent est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'oserais? Parce que Margot dit il faut y aller, il faut oser. Mais pour ceux qui finalement, à 13-14 ans, ne savent pas trop ou ne savent pas s'ils peuvent seulement oser, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ou surtout leur recommander? Déjà, de ne pas considérer que c'est une inscription obligatoire, ça doit être une démarche personnelle, parce que l'engagement, c'est ça. Mais de leur montrer effectivement le parcours, des exemples comme Margot, et de leur dire, voilà, si tu veux te dépasser, si tu veux effectivement montrer que tu te différencies sur le marché de l'emploi, que tu as de l'engagement, etc., c'est quelque chose d'important. Voilà. Et puis, c'est une reconnaissance de la profession. Et donc, voilà, c'est le principe de qui peut le plus, peut le moins. Voilà, et de dire, voilà, il faut vous dépasser, quoi. Il faut avancer. Voilà. Et c'est ça qui vous différenciera, quoi. Et qu'ils n'hésitent pas à venir frapper à vos portes, à celles de votre école ou d'autres à travers la France. Enfin, vous accueillez, vous recevez, vous conseillez, vous... Oui, tout à fait. On a la chance en plus dans l'établissement d'organiser des épreuves, départementales ou régionales. Enfin, on est à disposition, en maréchalerie ou autre. Et donc, voilà, ils peuvent voir et ça donne envie. Alors, peut-être pas les premières années, ils n'ont pas la maturité, pas le recul nécessaire. Mais à partir de la deuxième année, de dire, ah tiens, ça donne envie. Voilà, cette année, on en a 26 d'engagés. Bon, on est satisfait. Voilà, qu'il y ait ce flot de jeunes qui ont envie de se lancer dans ce défi, quelque part, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. On peut les applaudir. Merci. Et je vais demander à Mathias Hébert et Vincent Adeline de me rejoindre, s'il vous plaît. Mathias Hébert, vous êtes délégué général du groupement hippique national. Et Vincent Adeline, vous êtes délégué général de l'Union nationale des entreprises du paysage. Est-ce que peut-être avant de commencer l'échange, vous pourriez nous présenter au-delà du titre vos groupements, vos syndicats? Oui, alors l'UNEP, l'Union nationale des entrepreneurs du paysage, est une organisation professionnelle. En gros, on représente 7 milliards de chiffre d'affaires dans notre filière. C'est 35 000 entreprises. Donc 35 000 chefs d'entreprise et 100 000 salariés.
Alors, on parlait de l'apprentissage. Il faut savoir que on est à un métier où on a beaucoup d'apprentis. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 12,5. C'est-à-dire que sur les 100 000 salariés, on a 12 500 apprentis dans nos entreprises. L'UNEP, elle est composée d'une délégation nationale et de 13 délégations régionales. C'est en région qu'on passe aussi beaucoup de temps et qu'on est, grâce au CREF, proche des établissements qui nous permettent de former nos jeunes et entre autres des CFA et des CFPPA pour l'apprentissage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que nous sommes un métier en tension. Aujourd'hui, on a un problème d'attractivité dans nos métiers, mais on n'est pas les seuls. En gros, on a mesuré qu'il manquait une vingtaine de salariés par jour dans notre métier pour faire correctement notre métier et pour développer toutes nos métiers qui sont liés au monde du paysage. Voilà pour l'instant, puis après, peut-être que je développerai le reste. Je vais laisser la parole à Monsieur B. À Mathias Hébert. Alors le GHN, donc Groupement Épique National, nous on est le syndicat des dirigeants d'établissements équestres, en particulier des centres équestres, mais on s'adresse plus largement à l'ensemble des acteurs professionnels de la filière. C'est aujourd'hui 2300 établissements adhérents pour une moyenne d'environ 1,5 ETP par établissement. Donc on est beaucoup moins important, ou en tout cas on est sur une filière plus réduite et moins importante. On avait quand même 410 inscrits cette année sur les 6 certifications que comptait le MAF pour la filière. Donc ça, c'est un succès. Et notre métier au quotidien, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants de centres équestres dans l'exercice de leur profession et dans l'ensemble des obligations réglementaires. Et un petit mot complémentaire, donc comme on est une organisation plus petite, effectivement sur l'organisation du MAF, on a été bien relayé par d'autres opérateurs de la filière que je tenais à saluer ici, notamment l'IFCE Equiresources, donc le GHN en partie, la Fédération française d'équitation et à travers elle le ministère des Sports. Et je pense que j'ai fait le tour. Merci. Vous disiez des métiers sous tension. Gérard Parizeau en a parlé juste avant. Des concours et des centres de formation. Aujourd'hui, en termes d'attractivité de ces métiers, ça fonctionne bien, ça fonctionne de mieux en mieux, de moins en moins. C'est suffisant. Quel est votre regard sur l'attractivité de ces métiers ? Bon, nous, ça fonctionne de mieux en mieux quand même, l'attractivité. On a encore fait un bond sur l'apprentissage. Alors, bien sûr qu'on aime tous les apprentis. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'UNEP, on accompagne de temps en temps en région quelques MAF, mais très peu, parce qu'on a fait le choix des WorkSkills, qui est les anciens Olympiades, où on a une compétition régionale, nationale et internationale. D'ailleurs, Ocapiat nous accompagne beaucoup sur cette action-là, et on a une grande visibilité, et ça nous permet effectivement de montrer nos jeunes de la réalisation des travaux, puisque ça se passe par des carrés que des jeunes organisent avec un jury en fin de journée ou au bout de 2 jours, ou au bout de 3 jours, suivant si on est au niveau régional, national et international. Et ça fonctionne très très bien. Et donc ça améliore la lisibilité et ça attire nos jeunes. Il faut savoir que il y a un gros taux d'employabilité de nos apprentis. Il y a 12 500 apprentis donc, dans la filière, sachant qu'il y a 80% de taux d'employabilité derrière. Donc pour un jeune qui rentre en apprentissage dans une entreprise d'espace vert est globalement embauché au final et peut faire sa carrière dans le monde de l'apprentissage, dans le monde de l'entreprise, et qu'on est un métier de plus en plus technique. Aujourd'hui, on avait une réputation de pousseur de tondeuse ou de ramasseur de feuilles, mais c'est plus vrai du tout. On est des métiers de plus en plus techniques et par l'apprentissage, par les centres de formation qui forment nos jeunes, on a un métier qui est très technique. Alors,
contrairement le métier du cheval, nous, on n'attire pas du tout les filles. Par contre, on a beaucoup de mal à l'attractivité des filles dans notre filière. Et alors que, alors c'est vrai que c'était peut-être un métier à une époque qui était particulièrement physique, mais maintenant, avec les nouvelles technologies, on a un métier qui est moins physique. Et notre cheval de bataille, hein, je pourrais dire, ça serait aujourd'hui d'améliorer l'attractivité de l'apprentissage pour les filles dans nos entreprises d'espace vert. Oui, donc vous dites, vous, Vincent Adeline, une attractivité qui grandit, pas encore tellement du côté des filles, et alors qu'elles pourraient finalement. Oui, en gros, 96% de la masse salariale est masculine aujourd'hui dans le monde du paysage, et que les 4% qui sont féminines, elles sont plutôt dans les bureaux et pas sur le terrain. Et là, on a un gros travail à faire là-dessus. Oui. Et chez vous, en termes d'attractivité, c'est pas tout à fait inversé, mais c'est pas loin. Enfin, alors si, on est pratiquement sur des proportions inversées, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nos formations ont tendance à attirer une majorité de filles, ce qui se retranscrit, c'est vrai, depuis plusieurs années, et donc ça se retranscrit aussi dans le paysage professionnel. Voilà, c'est sans doute lié à la nature même de l'activité. Nous, on propose au travers de notre activité agricole un loisir sportif au plus grand nombre, à l'ensemble de la population, et c'est une activité qui est pratiquée majoritairement par des filles, donc du coup qui s'inscrivent dans cette activité, comme en témoignait Margot, en démarrant dans des structures, etc., et qui ensuite viennent grossir le rang des professionnels. Sur l'efficacité du concours par rapport à l'attractivité, alors pour nous c'est un tout petit peu tôt pour en dresser un bilan, parce qu'on est sur les premières années d'exercice, et on est très content et très fiers d'avoir rejoint le concours au travers notamment des métiers de l'enseignement et des métiers de la driver, la jockey. On espère pouvoir justement au travers ça, et au travers le témoignage que vient de nous livrer Margot, attester de l'attractivité de ces métiers. Aujourd'hui, on est comme pour mon homologue, on est face à des métiers en tension. Pourtant, on a de nombreux aujourd'hui, on compte à peu près 700 000 licenciés à la Fédération française d'équitation, et notamment des jeunes. Donc il y a un vrai enjeu à transformer, je dirais, ces pratiquants en futurs salariés. Et moi, je voudrais revenir sur un rôle important qui est celui de tous ceux qui les accompagnent, et notamment du maître d'apprentissage, qui est vraiment la courroie de transmission pour transformer ces jeunes et les faire passer de pratiquants cavaliers, parce que pour la plupart souvent sont au départ pratiquants, et se projeter dans le monde professionnel, avec tout ce qu'on peut envisager derrière. Vous avez parlé notamment de bien-être équin. Enfin, on est devant un métier qui est complètement en train de se transformer aujourd'hui, et avec une technicité et une attente de la clientèle qui est de plus en plus exigeante, et au travers et pour laquelle l'apprentissage permet d'acquérir les compétences qui permettent une employabilité excellente dès le début de la carrière professionnelle. Alors bien sûr à améliorer, mais du coup on est vraiment très armé quand on passe par l'apprentissage. Du coup, est-ce que on entend l'attractivité de ces métiers qui étaient peut-être moins attractifs il y a encore quelques temps, peut-être avec l'idée aussi que un métier dans une entreprise d'espace vert à l'extérieur ou dans le domaine équestre, c'est peut-être pas un vrai métier pour certains. Alors on sait bien que non, bien sûr, mais et tout en croisant avec tout un domaine qui est celui des transitions, on en a parlé, écologiques, et de répondre aussi à peut-être une aspiration de ces plus jeunes à répondre à ça et à oser aller vers des métiers effectivement plus manuels, dehors, à l'extérieur, au contact de la nature. Ça, vous sentez un changement, un autre regard aujourd'hui par rapport à ça ou pas ?
Moi, j'ai envie de dire on fait venir les jeunes, les très jeunes dans nos entreprises par l'apprentissage et comme Margot, hein, ils font un CAP, puis ils font un bac pro, et puis ils font un BTS, et puis éventuellement ils font une école d'ingénieur. Donc il y a cette technicité qui permet de justement de montrer aux jeunes que même quand on n'aime pas forcément faire des études où on aime vivre dehors, on peut quand même évoluer, et on peut atteindre des niveaux d'excellence, des niveaux d'ingénieur, et que dans nos entreprises aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de technicité. Donc on a plus de 10% aujourd'hui de nos salariés qui sont des cadres. Donc il y a vraiment une façon de se projeter et d'évoluer dans nos métiers. Ouais. C'est important, et je pense que l'apprentissage peut le montrer à nos jeunes. Ouais. Et ça, justement, est-ce que c'est pas un peu récent? Enfin, on avait peut-être une image fausse, bien sûr, de l'apprentissage en disant que ça limitait à certains métiers et que c'était pas forcément valorisant. Ça change quand même, vraiment? De mon point de vue, alors l'image de l'apprentissage, elle change aussi de la médiatisation dont il profite depuis un certain nombre d'années, avec notamment des grandes écoles, etc., qui se lancent dans l'apprentissage. C'est vrai qu'au départ, on l'imaginait un peu réservé au métier de l'artisanat. Donc sans doute que ça doit profiter aussi largement, il me semble, plus largement à l'ensemble des apprentis. Mais à côté de ça, moi je le vois vraiment comme une filière d'excellence et un lieu de transmission. C'est vrai qu'on est des métiers, l'équitation a été immatriculé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il y a une vraie équitation de tradition française et dont la transmission, dont l'apprentissage permet une transmission peut-être encore meilleure et encore plus forte que les autres moyens de formation. Et elle permet aussi de répondre à un certain nombre d'apprenants. Enfin, Margot, à nouveau, on la cite en exemple, mais sans doute c'est parce qu'elle est très exemplaire. Margot était pas forcément, comment dirais-je, très copine avec les études avant de pouvoir matérialiser ce vers quoi elle allait pouvoir aller au travers de ses études et au travers de l'apprentissage. Et si on n'avait pas pu, à mon sens, enfin, on lui redonnera peut-être la parole à ce propos-là, mais concrétiser ses apprentissages au travers de l'apprentissage pour lui permettre de se projeter vers un métier et vers un métier dont elle peut gravir petit à petit les échelons, sans doute n'en serait-elle pas là aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est une des grandes vertus de l'apprentissage. Ça permet d'impliquer un certain nombre d'apprenants qui ont besoin de concrétiser ces apprentissages pour les transposer derrière. Oui, c'est connecter le savoir qu'on nous apprend à l'école avec le concret qu'il y a sur le terrain. Et des fois, les jeunes en sont très très loin, et c'est pour ça qu'ils décrochent. Et je pense que l'apprentissage permet justement d'éviter ce décrochage. Et tout à l'heure, ce matin, on avait Fabrice Armand qui était sur une conférence ici. Il a commencé en apprentissage à 14 ans. Et aujourd'hui, il est président de la commission sociale de l'UNEP, et il a une entreprise d'une 50aine de salariés. Donc en plus, voilà, tous les champs sont ouverts. Margot le disait, elle a eu sa maman derrière qui lui a dit tu veux, on va y aller. Et est-ce que parfois il n'y a pas un frein de quelques parents qui se projettent certaines idées sur les métiers, qui disent non, apprenti, on ne peut pas être ingénieur en étant apprenti? Est-ce que ça, vous avez le sentiment que ça doit encore un peu bouger, ou non, ça y est, c'est du passé, ça? Ouais, ça change, oui, ça change. Je pense qu'il faut pas lâcher encore. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus et à communiquer sur l'apprentissage. Mais oui, il y a 10 ou 15 ans, c'était impossible de faire de l'apprentissage. C'était compliqué. En tout cas, il fallait lutter contre les parents pour qu'un jeune vienne à l'apprentissage. C'est beaucoup, beaucoup moins vrai, et on espère que ça sera de moins en moins vrai. D'ailleurs, les chiffres le montrent, puisque cette année, au Capiat le dit, fait plus de 50% de plus de contrats d'apprentissage. Donc, Non, mais voilà, je pense que là, on est sur des représentations qui sont en train de changer. Et effectivement, il est important que toute branche professionnelle confondue, on milite collectivement pour cet apprentissage, parce qu'on voit bien que c'est aussi de ça dont ont besoin les entreprises. Et il me semble que je veux dire,
on est là pour mettre en valeur ces apprentis, mais ces apprentis qui ont vocation à devenir de futurs salariés, eux-mêmes de futurs patrons, alimenter les branches professionnelles. Et on est en train de créer le moteur de l'économie de demain au travers de l'apprentissage et au travers des profils comme Margot, que ce soit pour la filière équestre dans ce type de formation-là, mais plus largement pour la nation, quoi. Et il y a du travail, c'est ça. Et il y a du travail, et tous ces jeunes qui sont en quête de sens, je pense que des fois, de revenir un peu dans le monde du travail, c'est extrêmement important pour eux. Oui. Finalement, quand vous êtes encore confronté à ces parents inquiets, parce que ils veulent évidemment le meilleur pour leurs enfants et se disent non, et que vous avez des jeunes qui disent moi c'est ça que je veux faire, il y a du travail, ça me correspond, c'est dehors, je suis pas très scolaire, etc. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre que c'est une belle voie royale? Oui, qui est une belle voie royale. Et, souvent, on les prend en stage un peu avant aussi pour que justement, pour rassurer les parents et rassurer aussi des fois le jeune. Et puis souvent, on parlait de tutorat aussi. Souvent, les tuteurs dans les entreprises sont aussi des gens qui sont issus de l'apprentissage. Donc, ça rassure les parents quand derrière vous avez un chef d'équipe ou un conducteur de travaux, donc un cadre qui va prendre sous son aile un nouvel apprenti. Et quand les salariés sont capables de parler aux parents de leur schéma dans l'entreprise, de leur progression dans l'entreprise, qu'ils ont commencé au bas de l'échelle en étant par l'apprentissage, ça effectivement rassure les parents, oui. Non mais oui, c'est sûr, c'est une certitude qu'il faut combattre ces représentations-là, qu'elles sont souvent plus faciles à combattre vis-à-vis des jeunes eux-mêmes que vis-à-vis de leurs parents. Le dialogue avec les parents, il est essentiel. La démonstration par l'exemple, elle est essentielle. Et aujourd'hui, on est capable de démontrer qu'en passant par l'apprentissage, on peut gravir les échelons d'une filière professionnelle et que les représentations anciennes sur l'apprentissage ont vécu et sont amenés, il me semble, à disparaître parce que même si ces représentations-là s'estompent, l'apprentissage a toujours été quand même, il me semble, une filière d'excellence depuis la nuit des temps. Enfin, si je prends l'exemple des compagnons, on était typiquement sur quelque chose qui s'apparente à de l'apprentissage, on apprenait son métier comme ça, et aujourd'hui on a encore une image très flatteuse des compagnons. Et j'aurais envie de dire que plus on le commence tôt, mieux c'est, mais que peut-être qu'il faut qu'on arrive à lever certains freins, puisque aujourd'hui, ça devient très très compliqué de prendre des apprentis qui ont moins de 18 ans, hein, parce qu'on a plein de contraintes réglementaires. Mais c'est dommage, parce que je pense qu'il y a certains jeunes qui pourraient commencer à 16 ans, et voire à 14 ans, mais que là, c'est vrai que la réglementation, des fois, est très contraignante pour les chefs d'entreprise. Oui, ça c'est sûr que la flexibilité vis-à-vis de l'apprentissage, c'est une demande large des entreprises. Alors, un apprenti n'est pas un salarié comme les autres, mais pour se projeter dans le métier qu'il aura à conduire, c'est sûr qu'on peut s'imaginer à 16 ans être déjà confronté à ces réalités-là et pas en être soustrait. Sinon, c'est du fake. Alors que la qualité de l'apprentissage, c'est vraiment de se mesurer à la réalité du métier et d'être accompagné par quelqu'un, par un tuteur dans cette réalité du métier, quoi, pour mieux encore l'appréhender et mieux se projeter. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Je vais demander à Nicolas Duclos, Laurent Cuquel et Xavier Boulet de me rejoindre avec la médaille. Donc Laurent Cuquel, vous remplacez au pied levé, merci à vous. Richard Gallorini qui s'est manifestement blessé hier soir. Voilà, et vous allez pouvoir nous répondre sur les différents sujets concernant l'accompagnement de Nicolas Duclos. Nicolas Duclos, donc MAF, pour ceux qui n'auraient pas compris, avec sa médaille. Merci d'être venu avec. Et donc Xavier Boulet, vous êtes directeur du CFA RAP PACA. Nicolas, vous avez 18 ans, vous êtes originaire de Grasse, vous suivez vos études à Antibes et vous êtes devenu MAF. Donc, un peu même question qu'à Margot tout à l'heure, entre cette fiche d'identité
et le diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre parcours? Alors, j'ai commencé. Je sais pas. Ouais. Ouais. Bah, j'ai commencé à faire un CAP. Ouais, approchez bien votre micro. Un CAP au lycée général. Et après, je suis parti en BP au CFA. Parlez un peu plus fort peut-être. Et je suis parti faire un BP au CFA. Ils vous entendent pas, il faut que vous poussiez là. Non, non, Là. non. Faut juste qu'ils parlent un petit peu. Ouais, ok. Du coup, j'ai fait un CAP au lycée général. Ensuite, là, je suis en train de faire un BP au, Collez-le, sans vous entendre. je suis en train de faire un BP au CFA en alternance. Et puis le concours MAF, j'ai commencé en CAP et j'ai fait le concours national le deuxième en début, juste avant que je commence le BP. D'accord. Donc, tenez-le bien comme ça le micro. Voilà, vous voyez, si on le colle, ça, a priori, on entendra mieux. Ouais. Donc, vous êtes diplômé du MAF, enfin diplômé MAF depuis septembre, c'est ça? Oui. C'est Et ça. avant, j'essaie de reprendre, donc vous avez fait un CAP. Comment vous êtes arrivé finalement dans cet univers qui est celui du jardinier paysagiste? Alors, depuis tout petit, chez moi, vu que j'ai un grand jardin, ça va, j'ai eu de la chance. Je suis toujours dehors. Et puis, j'aime pas trop être tout le temps assis toute la journée. Donc, je suis obligé de bouger et j'ai trouvé ça, donc ça m'a plu. Donc pas scolaire en fait, ce qui était dit tout à l'heure, c'est que des études finalement classiques, vous correspondez pas tant que ça. Non, pour l'instant, non. J'ai fait un CAP général, mais faire que des cours tout le temps, toute la journée, c'était un peu... au début, c'était intéressant, mais une fois qu'on connaît la base, après, c'était un peu ennuyant. Donc en fait, vous, votre envie, parce que vous baladiez dans le jardin des parents, c'est ça, en étant Ouais. petit, c'est de pousser finalement cette passion d'enfance pour en faire un métier. Un métier, Et, ouais. je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Tissou les pouces verts. Vous aviez déjà les pouces verts en fait, vous le saviez Ouais. assez tôt. C'est ça. Et vos parents, ils étaient d'accord avec l'idée finalement que d'une passion d'enfance, qui soit celle du jardinier, ça puisse devenir un métier? Oui, oui, ils ont été d'accord tout de suite. Ouais. Ils vous ont poussé, ils vous ont encouragé, Ouais. ils vous ont guidé. Comment s'est passé finalement le parcours après le CFA et par la suite? Comment ça, là? Euh, Après le collège, oui, après j'ai fait mon premier vœu au lycée. Ils ont tout de suite été d'accord. Et ensuite, ils ont continué à me soutenir tout au long de mon CAP et puis même maintenant au BP. Et pour arriver jusqu'à cette médaille-là, comment ça s'est passé finalement? Donc il a été dit tout à l'heure, il faut que ça vienne des étudiants, des apprentis. Donc vous êtes allé voir Alors, au lycée? oui, c'est ça. J'ai entendu parler du concours en CAP. Et du coup, on a fait un premier entraînement. Et ça m'a plutôt plu. Et du coup, après, tous les vendredis, j'allais m'entraîner. Et ensuite, du coup, c'est beaucoup de travail quand même. Et puis après, il y avait le concours. J'ai pu gagner les médailles et, grâce au travail que j'ai fourni. Un entraînement, ça ressemble à quoi finalement? Un entraînement de MAF, ça s'organise comment? Ceux qui ne verraient pas du tout à quoi ça ressemble. Alors nous, on était sur des parcelles et on faisait des petites parties du plan qu'on avait à faire pour le concours. Et on faisait à chaque fois des petites parties au fur et à mesure et au bout d'un moment, on savait tout ce qu'il fallait faire. Pour au final arriver à un résultat qui vous étiez indiqué. Pour au final, oui, arriver à faire toute la création en 6 heures et pouvoir arriver pile à temps. C'est ça, vous aviez un modèle à suivre assez... Oui, on avait Exigeant. un plan sans les mesures, du coup il fallait refaire les mesures sur le plan et puis ensuite refaire toute la maçonnerie, toutes les plantations, tout ça.
L'objectif maintenant, c'est quoi? C'est de continuer vos études, c'est de poursuivre, c'est comme Margot, de viser une autre médaille? Là, pour l'instant, je vais continuer mes études. Et puis après, après ça, après le BP, je ferai peut-être un CSC lagage. Et puis après ça, je verrai pour l'instant ce que je ferai, mais je sais pas trop encore. Pourquoi élagage? En fait, il y a plein d'autres Bah, pistes et- ça change tout le temps et j'aime bien. Comme ça, je peux faire plein de trucs à la fois et j'aime bien. L'idée, c'est de diversifier finalement les possibilités Ouais, professionnelles? pas faire toujours, tous les jours la même chose, tout ça. Donc ça, j'aime bien. Laurent Cuquel, donc vous êtes le directeur. Nicolas, il est à l'image ou il est quand même un peu à part de vos apprentis? Comment vous le qualifieriez? Oui, il est complètement à l'image des apprentis. Chacun se révèle d'une manière différente. Il y a toujours eu des jeunes qui ont envie de se mettre en danger et d'aller vers l'excellence, de se pousser. Il y a eu le témoignage tout à l'heure de Margot. Voilà, on en a quelques-uns comme ça. Il faut savoir que quand il s'est lancé dans le concours, il était en formation initiale scolaire. Et du coup, il a tenté quand même le concours meilleur apprenti. Voilà. Et donc, effectivement, il est venu s'entraîner, il s'est engagé. Voilà. C'est pas la grande majorité, mais on en a toujours et très régulièrement. Et c'est toujours un plaisir de les voir s'investir. Voilà. Comment ça se passe? Vous leur dites, voilà, il y a cette possibilité-là. Maintenant, montrez que vous êtes motivé et on vous accompagne? C'est comme ça? Oui, on a mis en place depuis 3-4 ans des rentrées collectives et au moment de la rentrée, à chaque fois, on leur présente tout le fonctionnement et puis on leur dit qu'il y a la possibilité de pouvoir faire le MAF à un moment donné. Et on organise les concours départementaux au moment des portes ouvertes. Donc c'est la possibilité de pouvoir aussi venir voir ce qui se passe. Et comme on a la chance de pouvoir faire les concours départementaux dans l'établissement, il y a la possibilité que tout le monde puisse venir voir aussi. Et les premières années viennent voir les deuxièmes années qui se lancent. Voilà. Donc on a mis en place cette organisation avec aussi des moyens pour qu'il y ait un formateur systématiquement les vendredis après-midi qui puisse les entraîner, les aider, puisque il y a quand même du travail entre ce qu'ils peuvent apprendre en entreprise et à l'école. C'est vraiment très particulier. Il ne faut pas oublier que ce sont des CAP, première et deuxième année. Et donc, du coup, les épreuves sont quand même assez complexes, puisqu'il faut réaliser tout seul un jardin de 16 mètres carrés en 6 heures de temps, avec de la maçonnerie, de la plantation, de la pose de gazon, avec des formes un peu bizarres. Et voilà, donc il y a un vrai travail supplémentaire par rapport au contenu général de la formation. Justement, en termes de masse horaire, pour voir qu'on entend, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, mais ça représente quoi en termes de temps et d'investissement? Alors, pour le centre, c'est à partir de décembre jusqu'à mars, c'est tous les vendredis après-midi un formateur qui est là pendant 3 heures pour les accompagner. Voilà, mais ça n'empêche que ça c'est que la partie de l'iceberg, ce qu'on va aider nous à organiser. Après, on ne compte pas tout le temps qui est passé en entreprise avec le maître d'apprentissage pour pouvoir, ou alors du temps perso aussi pour s'améliorer. Il y a la partie technique, il y a aussi la partie reconnaissance des végétaux. Il y a aussi une partie théorique sur la reconnaissance des végétaux. Il y a des questions posées par le jury sur la manière dont ils apprennent. Donc voilà, on a cet accompagnement-là sur plusieurs mois. Et puis quand ils ont passé la partie départementale, il y a aussi la préparation du national pour ceux qui ont les médailles. Et donc du coup, là, on remet quelques heures d'accompagnement. Voilà. Et là, c'est Richard, je dois lui rendre hommage parce que c'est lui qui a dit, voilà, on s'y met. Il est là tous les vendredis avec les jeunes, il les accompagne, etc. Et voilà. Xavier Boulet, vous chapeautez en fait au niveau régional ces formations. Ce ne sont pas que des CFA. Les apprentis que vous voyez et ceux qui viennent finalement changent, évoluent, les attentes sont différentes. Et est-ce que vous leur proposez également des choses différentes dans le cadre de leurs différentes formations ? Alors tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Nicolas et à tous ses collègues parce que moi, j'ai encore à l'image ce concours du meilleur apprenti, cette finale, sous la pluie,
À Antibes, c'est bien connu, il fait toujours beau. Et ben, là, il a plu pendant toute la journée. C'était une séquence incroyable et j'étais vraiment, moi, personnellement, bluffé par la maturité de ces jeunes qui se sont battus jusqu'au bout. Quand on parle de chaîne, on va parler aussi effectivement des maîtres d'apprentissage. Les entreprises étaient là, les patrons étaient là, les copains étaient là. Et donc, c'est vraiment une expérience tout à fait exceptionnelle. Donc CFA Régional PACA, nous sommes un des plus gros CFA en France au niveau agricole. Nous avons été créés à l'initiative de nos partenaires. Nous avons avec nous 10 partenaires UFA, on appelle ça des unités de formation par apprentissage. Le premier d'entre eux étant celui mené par mon collègue Laurent ici présent. Alors pour créer de l'attractivité autour de ces alors nos deux métiers, il faut quand même l'expliquer au départ. Notre premier métier, c'est une expertise administrative, juridique, financière, réglementaire et maintenant en termes d'ingénierie pédagogique, se projeter dans le futur. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire fonctionner ces classes en apprentissage, ce sont des dispositifs qui nécessitent ces compétences, qui sont regroupées à la demande de nos partenaires pour lesquels nous travaillons, c'est une sorte de prestation de service, autour de ces 10 partenaires qui nous représentent et à peu près 2200 apprentis. Il y a quelque chose d'intéressant dans votre question, c'est que pour que ces jeunes arrivent vers nos métiers, d'abord à peu près plus de 30% de mineurs dans nos établissements. J'ai envie de parler aussi d'alternance et de rythmes qui sont très différents suivant les métiers. Les métiers de la viticulture, par exemple, amènent des alternances différentes, donc les prises en compte des attentes des entreprises sont bien là aussi. Il s'agit aussi pour créer cette attractivité, pour faire venir des jeunes femmes demain dans nos métiers. Ce sont des sujets importants. Ça suppose aussi de créer pourquoi pas de faire évoluer les compétences, adapter pourquoi pas nos formations, communiquer différemment pour qu'on prépare aussi au CFA régional ces compétences de demain. Donc expertise administrative et on va dire projection dans le futur, de quoi auront besoin nos entreprises demain, après-demain en matière de compétences. Ça fait partie des réflexions que nous avons aussi pour essayer de créer de l'attractivité pour ces jeunes. Moi j'appelle ça un peu l'entrepreneur du vivant de demain, le 2.0, c'est-à-dire de quoi auront besoin nos entreprises dans les métiers du vivant pour pouvoir venir. Comment faire venir des jeunes femmes, par exemple, comment porter les sujets liés au handicap, qui sont des sujets importants, qui nous concernent. Nous avons un référent handicap au CFA régional et dans nos établissements. Tout ça, ça suppose de réfléchir aussi aux formations de demain, aux compétences de demain, et puis aussi bien sûr d'être à l'écoute des entreprises pour mieux parler de nos métiers, pour faire venir ces jeunes qui, pour beaucoup d'entre eux, on l'a compris, peuvent embrasser des métiers très différents. Moi, j'ai juste pour finir 4 mots qui me viennent à l'esprit. La curiosité amène le travail, l'expérience. L'expérience amène la passion et la passion amène l'excellence. Et c'est un petit peu cette espèce de ligne, de fil d'Ariane qu'on essaie de créer dans nos établissements avec des personnels qui sont très très compétents depuis de nombreuses années, vraiment. Voilà ce que je pourrais dire. Sur, peut-être un mot de conclusion, mais sur justement, vous parliez d'entrepreneurs du vivant. On en a parlé tout à l'heure, mais on est dans un contexte de dérèglement climatique, de pluie là qui n'arrive pas, donc on en parle un peu. Est-ce que justement ces jeunes-là et ces apprentis sont préoccupés, soucieux et demandent des réponses? Vous n'avez peut-être pas d'ailleurs encore, mais sur ce sujet. Juste un mot et je laisserai le micro à Laurent parce que je pense qu'il est aussi, lui, les vit au présent. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot, oui, on est dans une révolution, le mot recherche de sens, recherche de valeur. Nos jeunes, ils sont complètement là-dedans. Ils sont complètement à la recherche d'un sens pour le métier qu'ils vont exercer demain. C'est quelque chose de beaucoup plus profond en eux, peut-être que nous, lorsqu'on est rentré, je dirais, dans nos générations, dans le travail, de mon point de vue. Je laisse le micro à Laurent. Je pense qu'on va pouvoir demander à Nicolas, même si il est qu'une partie de l'ensemble des jeunes que l'on a. Mais c'est vrai qu'il y a une conscience écologique, il y a une attente très très forte. Alors suivant les niveaux, c'est pas tout à fait la même chose. Les plus jeunes ont de l'engagement, mais ne maîtrisent pas tout l'ensemble de ce qu'il peut y avoir et des enjeux. Par contre, effectivement, dès qu'on va commencer à monter sur les BTS, notamment les bacs pro, les BTS, là, il y a un engagement qui est très très fort au niveau des
ils ont des travaux, on va dire, individuels et collectifs à pouvoir mener des projets et systématiquement, c'est autour de la biodiversité, c'est autour de la maîtrise de l'eau. Ces questions-là, elles sont au cœur de leurs préoccupations. Et puis, nous, on essaie de répondre à la fois ce qu'on essaie d'anticiper, parce qu'il faut être prêt quand les questions arrivent. Il faut même commencer à imaginer des choses qui ne sont pas encore là tout de suite. Mais on peut vraiment faire confiance à notre jeunesse pour relever les défis. Ils travaillent dur pour apprendre. Le métier va être encore plus compliqué, avec beaucoup plus de maîtrise, de technique, de scientifique aussi, pour comprendre ce qui se passe dans le vivant. Et quand on les voit se démener, on se dit qu'ils vont y arriver. Voilà. Nicolas, vous, c'était effectivement un sujet qui vous a, au-delà d'avoir les mains toujours dans la terre et les plantes, c'était un sujet de dire voilà comment on préserve, quelle place donner à la biodiversité, comment j'y fais finalement attention. Déjà, pour, par exemple, conserver l'eau, parce qu'il n'y a plus trop de pluie, tout ça. Par exemple, dans les jardins, mettre des plantes adaptées à la sécheresse ou au climat, et mettre par exemple moins de gazons qui prennent moins d'eau en été, parce que ça on doit beaucoup les arroser. Et puis ouais, c'est ça. C'est du coup des choses que vous avez apprises, voir qu'effectivement aujourd'hui dans les jardins on va limiter les gazons, c'est ce que j'entends, et d'avoir connaissance de ces nouvelles plantes qui sont économes en eau. Et vous, c'est quelque chose que vous attendiez particulièrement dans le cadre de vos formations, de dire j'aimerais avoir des réponses sur ça, j'aimerais qu'on me guide sur ces sujets-là. Oui, il y a toujours des réponses là-dessus. Même un peu, il y a des réponses dans chaque cours. À chaque fois. Et vous, comment vous projetez finalement? Est-ce que vous dites, voilà, ce que j'apprends, ce sera véritablement opérationnel du point de vue du climat dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Parce que dans 30 ans, vous serez toujours à travailler. Oui, peut-être que ça, je ne sais pas trop, parce que peut-être le climat pourra changer avec le réchauffement climatique. Mais ça va changer doucement, mais après... Vous êtes prêt à vous dire, voilà, il va falloir réactualiser finalement les connaissances? Oui, c'est ça. Ouais. Et de continuer à apprendre en fait. Oui, du coup, de continuer toujours à apprendre. Merci messieurs, merci à vous. Je vais demander à Lucas Debar, notre MAF Benjamin, de nous rejoindre avec Bertrand Cochard et Jean-François Coulot. S'il vous plaît, messieurs. Lucas, vous êtes donc le Benjamin de la bande aujourd'hui, parce que vous n'avez que, j'ai quand même à le dire, 17 ans. 17 ans MAF, moi je dis chapeau. Enfin, non pas que je dis pas chapeau pour les autres, hein, mais c'est quand même effectivement assez admirable. Vous venez de Nouvelle-Aquitaine et vous avez été diplômé il y a quelque temps déjà, en septembre. C'est ça, ouais. Est-ce que, pareil, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Vous, je crois qu'il y avait déjà de la famille dans le métier. C'est peut-être ce qui peut expliquer que vous soyez arrivé peut-être un peu plus tôt que les autres? Ouais, donc c'est ça. Donc moi, c'est donc le métier de paysagiste, c'est venu un peu naturellement, on va dire. Donc mon grand-père était agent, donc qui s'occupait dans le domaine de l'espace vert dans une commune, et mon grand frère fait ce métier aussi également maintenant. Donc j'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours été baigné dans le monde de la nature, à travailler dehors avec eux. Donc c'est venu très naturellement. Donc ma voie était déjà faite depuis le collège, on va dire. Vous avez suivi, ils vous ont aiguillé et manifestement mis entre de bonnes mains. Il y en a 4 là autour de vous qui ensuite ont pris le relais et à qui je vais donner la parole. Ça s'est passé comme ça en fait? Ouais, donc j'ai réalisé les portes ouvertes, tout ça. Et puis en voyant la réussite que les établissements tournaient bien, ils avaient déjà réalisé le concours meilleur apprenti de France avant, donc avec des médailles d'or. Et
un établissement voilà, connu et chercher après une entreprise pour un apprentissage. Et donc, j'ai cherché autour de chez moi. Il y avait une place qui était libre. Donc, voilà. Bel alignement de planètes. Aujourd'hui, vous êtes donc en bac pro. S'il fallait effectivement donner vraiment le cursus, vous êtes rentré collège, après, comment ça s'est enchaîné pour vous? Après, bac pro, donc seconde, première terminale, voilà. Donc seconde nature, jardin, paysager, forêt, et après la poursuite du bac, voilà, première terminale. Et l'idée pour la suite, vous avez déjà des choses en tête? Je voudrais faire un BTS après l'année prochaine. Et après, pourquoi pas aussi continuer dans les concours, Olympiade des métiers, après avoir passé l'examen, ouais. BTS, vous avez une idée de quel, quoi, comment? Rester pareil dans l'aménagement paysager sur 2 ans. Donc j'ai une entreprise, donc voilà, ils me gardent pour 2 ans, donc plus qu'à trouver l'école maintenant. Bertrand Cochard, vous êtes donc le moniteur de Lucas. Alors vous me dites moniteur mais coach. Moniteur, formateur, coach, professeur. En maison familiale, on a plusieurs casquettes. Pour Lucas, je sais pas, je suis plus coach, confident aussi. Et puis, c'est des grands moments de partage quand on est sur ces activités-là, ouais. Mais sur ma fiche de paye, je suis bien formateur, moniteur. Pourquoi, approchez bien le micro, pourquoi finalement, même si sur la fiche il y a écrit moniteur, vous vous considérez comme coach, vous les accompagnez? Alors vous avez accompagné Lucas, c'est pas le premier que vous accompagnez jusqu'au diplôme. Concrètement, votre rôle en tant que moniteur coach consiste en quoi? Bon, alors, historiquement, je suis d'abord un professionnel qui est devenu un formateur. Donc, je viens du terrain. J'ai une quinzaine d'années d'expérience. Et puis, ça fait 15 ans que je suis en MFR. Donc, j'apporte que des cours techniques, moi. Je suis vraiment le côté paysagiste. J'apporte des cours de connaissance des végétaux, des cours autour de la création et de l'entretien. Et puis, parallèlement à ça, on essaie d'organiser des choses, donc les concours. Ouais. World of Sky, les meilleurs apprentis de France également. Et c'est le 3e jeune que j'accompagne. C'est moi qui accompagne, hein. C'est pas eux qui m'accompagnent. Ça fait 3 médailles d'or en 3 ans, donc ça c'est une belle fierté pour l'école. Et puis c'est ce qui donne du sens aussi dans notre métier, quand on entend parfois que les jeunes sont difficiles. Non, on a des jeunes très faciles à accompagner quand c'est leur choix. Je suis un jeune, moi à partir du moment où il le veut, c'est-à-dire qu'il y a 3 notions. Hein. Il faut d'abord qu'il se soit son projet, ensuite il est motivé et après je l'accompagne très facilement. C'est pas moi qui choisis les jeunes, c'est eux qui viennent à moi. Donc quand je dis que je suis coach, ouais, c'est que je quitte ma casquette. C'est du travail, je les préviens au départ, c'est le soir, c'est pendant les vacances et c'est les samedis. Celui qui ne peut pas suivre ce rythme-là n'a pas la force pour réussir. C'est du plus, mais c'est surtout du plus pour eux. Et puis après, quand ça fait plaisir, on s'accompagne, hein, c'est un voyage ensemble. C'est pour ça que je dis que je suis aussi moniteur. C'est comme au ski, on est à côté, c'est comme en voiture, on est moniteur de ski. On fait le voyage ensemble. La médaille, elle est à lui, mais on prend un petit peu pour nous aussi. Jean-François, vous êtes le tuteur de Lucas. Votre rôle entre moniteur et tuteur, comment finalement se répartit, parce qu'il est bien entouré, mais chacun évidemment a une fonction très précise dans l'encadrement. Oui, on est, je pense, complémentaires les uns des autres, en fait, entre la MFR et puis l'entreprise. Donc en fait, on va voir des pratiques, des connaissances techniques sur le terrain qui vont être vues à la MFR et qu'on vient compléter en fait mutuellement, quoi. Comment ça se passe? Donc il est en partie à l'école avec vous, voilà, vous accompagnez, voire vous préparez au concours pour les plus motivés et vous leur faites bien comprendre que ça ne va pas forcément être le plus simple, mais c'est comme ça que la sélection s'opère, si j'ai bien compris. Et puis il y a la partie effectivement en entreprise. Le dispatch s'opère comment en termes de temps, de masse horaire, de répartition sur la semaine, le mois? Comment ça fonctionne? Lucas est présent dans l'entreprise à peu près deux semaines par mois. Donc en fait, voilà, c'est les temps de chantier, c'est dans l'accompagnement. Enfin, moi, je garde en souvenir des trajets, des virages qu'on a fait pour aller voir des arbres. Je sais pas si tu te rappelles, Lucas, pour les revoir, pour voir les feuilles, pour donner en fait des petites astuces par rapport à comment reconnaître. On a des échanges aussi par rapport à par exemple, je veux dire, à quelle périodicité on peut tailler les arbres à fleurs. Enfin, voilà, on échange beaucoup en fait. Hein.
Et vous, en fait, il travaille avec vous, c'est-à-dire que vous le formez, vous Oui. dites oui, non, ça, comme ça, etc. Enfin, vous êtes son patron, Oui. très concrètement, et il est votre apprenti, enfin, il est la personne qui travaille à vos côtés, donc, mais avec un rôle spécifique du fait de l'apprenti, c'est ça? Il est mon apprenti, mais il y a des moments, je suis aussi son apprenti, quoi. Parce que cette notion d'apprentissage, pour moi, derrière, il y a, comme vous disiez tout à l'heure, il y a ce mot de partage. En fait, on partage chacun les connaissances qu'on a eues, et c'est quelque chose auquel moi je tiens beaucoup, en fait. De partage, parce que finalement, vous-même, dans votre formation, c'est quelque chose qui se transmet. Quelqu'un a parlé du compagnonnage tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est que vous avez récupéré quelque chose que vous transmettrez et qui sera transmis par la Ouais, suite. je pense que tout un chacun, on récupère, comme vous dites, des connaissances qui nous ont été transmises, que l'on retransmet à notre tour. Et le but, en fait, c'est d'améliorer, c'est de continuer et puis de faire perdurer toutes ces connaissances, quoi. Quand il vous a dit qu'il partait sur le concours MAF, vous vous êtes dit, oh là, il va avoir moins de temps, il va être occupé, il va être débordé. Non, du tout. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Du tout. Quand Lucas m'a présenté son projet, je lui ai dit vas-y, file, profite, parce que enfin, si tu as possibilité d'aller jusqu'au national, il faut vivre l'expérience. Voilà, et il l'a vécu. Donc, Comment vous décririez finalement l'apport que chacun, ce que chacun vous apporte en fait? C'est très différent entre l'entreprise et l'école. Lucas, vous diriez qu'est-ce que l'un apporte plus? Est-ce que l'un c'est plus théorique, pratique? J'ai pas l'impression, non, mais c'est quoi la différence? Pas forcément, en période à l'école, on apprend plus les théories, voilà, mais après en entreprise plus la pratique, mais tout se rejoint, tout se complète. Et donc pour le concours, forcément que c'est nécessaire, et après même pour mon parcours par la suite, les deux se complémentent, donc c'est super. Dans votre famille, ils étaient dans le métier, mais MAF, vous êtes le premier par contre de la famille. Oui, c'est ça. à Je y suis être le allé. premier à avoir fait le concours, on va dire. Qu'est-ce qui à un moment a fait que justement Bertrand a dit ça marche, que Lucas finalement avait les compétences ou la motivation, je ne vais pas parler de compétences, je vais parler de motivation, que Lucas finalement avait la motivation. À quoi vous l'avez ressenti? Alors, bon, c'est assez facile avec Lucas parce que c'est l'élève parfait. Là, je l'ai à côté de moi, je vais le flatter, mais c'est vrai que on va mettre les mots, c'est le premier de la classe, c'est facile. Donc il a besoin de plus. Il va s'ennuyer dans une classe, donc il a toujours le travail qui est fait le lundi, il n'y a aucun souci. Et j'insiste là-dessus, on est vraiment sur, il y a longtemps que ça existe chez nous, hein, c'est l'alternance. Donc il y a vraiment une complémentarité, on travaille, on a oublié une partie là, on oublie la famille aussi. Si j'avais pas la famille pour m'aider, il y a le maître de stage, il y a l'école, il y a la famille, et puis il y a le jeune qui est au milieu. Donc c'est cette complémentarité qui fait qu'on réussit ensemble, et que les trois maillons sont là autour de lui. Et pourquoi on dit oui à Lucas? Il avait soif, il avait envie, il avait besoin de plus. Donc accompagner un jeune qui en demande, c'est notre métier. Et puis c'est ce qui nous fait vibrer aussi, hein. Le plaisir est partagé. Vous disiez famille, on en a parlé tout à l'heure. Les MAF, là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils ont eu une famille qui a dit ok, vas-y, voir qui pousse et qui ont accompagné. Est-ce que ça, c'est finalement un peu nécessaire d'avoir une famille qui est aux côtés, ou qui pousse, ou en tous les cas qui valide le choix? Une famille qui valide pas, ce sera difficile de devenir MAF? Alors pour moi, quand on fait le MAF, c'est pas le projet de l'école, c'est le projet du jeune. Donc on veut d'abord que le jeune veuille le faire, mais qu'il soit accompagné par sa famille. Après, on va suivre. Quand on est descendu à Antibes, alors c'est quelques kilomètres, hein, c'est 15 heures de route quand on part de chez nous, la famille a suivi. Donc on sent bien aussi dans notre métier que ça fait du bien aussi d'avoir des familles qui suivent le maître de stage qui suit le jeune, et je pense que ça enrichit aussi sa volonté de réussir. Jusqu'à présent, on a des familles qui suivent très très bien, et c'est des fiertés familiales. À Antibes, on était une délégation de 15 personnes. Je vois mon collègue de Antibes qui fait des sourires, qui a super bien organisé ça. Et puis là, il n'y a plus d'école. Il n'y a pas privé, il n'y a pas public, il n'y a pas MFR, c'est vraiment le jeune. Et on est reçu dans des endroits super, c'est du partage. Parce que là, on est sur la même passion, hein. Je vois d'autres jeunes en face, ils avaient les mêmes yeux qui brillaient quand ils ont eu la médaille. Et j'ai deux mots à leur dire, hein. Le merci pour nous qui formons, et puis bravo à vous aussi. Je reviens sur la famille, parce que j'entends que finalement, c'est une famille élargie qui s'instaure. Je vous coupe, mais c'est le nom de notre école. MFR, c'est Maison Familiale Rurale. Et donc vous êtes effectivement cette famille élargie. Comment est-ce qu'effectivement, pour des personnes qui, c'était pas le cas de Lucas, mais ne sont pas dans le métier, se disent
je vais le laisser aller dans cette famille élargie là, dans ces nouveaux métiers s'ils ne connaissent pas? Comment vous les accompagnez? Déjà, on est des petites structures. Voilà, le mot famille est autour. On est des petites écoles, des petites structures, 150, 180 élèves. On essaie vraiment d'avoir une proximité du jeune. On les connaît tous par leur prénom. Et on est vraiment depuis très longtemps dans l'alternance. C'est un métier qu'on connaît, qu'on apprend quand on est nouveau moniteur. Et c'est vraiment une volonté qu'ils apprennent beaucoup plus sur le terrain qu'à l'école. Ils ont les outils sur le terrain et nous, on apprend à utiliser les outils. On est un petit peu sur ça. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à cette question autour de la famille. Et on essaie de donner confiance, c'est-à-dire que tous les jeunes dans nos écoles sont internes. Donc c'est ça aussi, on travaille autrement. On travaille sur une seconde famille, une deuxième vie. On partage les repas ensemble, on partage des veillées ensemble. Et c'est cette convivialité, le soir c'est convivial, hein. Je suis animateur, le soir je suis plus professeur, qui fait que on se connaît bien, on se comprend bien et on avance beaucoup mieux sur ces concours. Lucas, qu'est-ce qui finalement dans ce parcours-là jusqu'à présent aura été le plus difficile pour vous? Forcément de se motiver pour travailler, mais quand on a envie de réussir quelque chose, on y met tout son cœur, tout son temps, et donc voilà, faut consacrer forcément des samedis, des soirs pour travailler les végétaux, mais voilà, quand on a envie, forcément que c'est dur, il y a la fatigue derrière, mais quand on a envie, voilà, on prend du temps pour soi et on se reposera plus tard, voilà. Et c'est physique, c'est véritablement c'est une fatigue physique, enfin le fait d'y aller et puis il y a une vraie fatigue physique qui est là? Bah oui, forcément, le fait de travailler en extérieur, de refaire des heures plus tard, d'apprendre les végétaux aussi, donc forcément que c'est une fatigue en plus, mais voilà. Jean-François, peut-être en mots de conclusion, vous disiez finalement il m'apporte aussi beaucoup. Qu'est-ce que de cette alliance finalement avec Lucas vous retenez comme apprentissage pour vous? En fait, Lucas m'a fait le plus beau des cadeaux parce que l'entreprise a fêté ses 10 ans l'année dernière. Donc voilà, un meilleur apprenti au bout de 10 ans. Je me dis que je me suis pas trop loupé, quoi. Ça tombait Ouais. bien sur le gâteau. Ouais. Parfait, merci. Merci messieurs. Benjamin, on va finir avec notre quatrième MAF. Benjamin Bourreau, Pierre Albansonnet et Guillaume Vigan. Donc Pierre Alban, vous êtes, on dit formateur là, pas moniteur ni coach. Oui, c'est ça, oui. Ça vous va formateur. Et Guillaume, vous êtes responsable d'agence au sein du groupe Botanica. Oui, c'est ça. Et donc Benjamin, vous, votre parcours, il est un peu plus original. Enfin, ils sont tous originaux les parcours, mais vous avez 20 ans et au départ, vous êtes parti vers l'automobile. C'est ça. Et vous avez bifurqué dans l'automobile jusque-là, rien de surprenant, pour devenir donc jardinier paysagiste et devenir MAF, jardinier paysagiste. Exactement. Comment est-ce qu'on opère ce virage-là? On commence un métier, puis on est jeune, on ne sait pas trop encore ce qu'on veut, qui ne nous plaît pas forcément. Donc je vais quand même au bout de mes 2 ans de mécanique. Et après, avec beaucoup de recherche, je trouve le métier de paysagiste. Et je me retrouve ensuite. Collez bien votre micro. Ça marche. En fait, très vite, vous avez su que vous vouliez faire un métier plus manuel. Oui. Et vous êtes parti vers la mécanique parce que c'était manuel. Voilà, les voitures me plaisaient beaucoup, donc je suis parti là-dedans. Puis au bout de 2 ans, on se rend compte que ça nous plaît pas plus que ça forcément. Et je me réoriente. C'est la matière finalement qui vous plaisait pas parce que le côté manuel, vous l'avez toujours. Oui. Et vous aviez envie de vivant, d'être au contact de vivant et non pas de métal, j'imagine. Oui, c'est ça. J'aime être dehors, j'aime travailler. L'école, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, donc. Qu'est-ce qui vous, parce que, enfin, ils disent tous ça, les MAF. L'école, c'est pas, mais en même temps, ils ont un super diplôme. Donc, qu'est-ce qui vous plaisait pas finalement dans l'école? C'était le côté statique assis. C'était justement de pouvoir aller travailler de vos mains qui vous plaisait? Oui, voilà. On aime montrer ce qu'on sait faire dehors et pas assis sur une chaise. Comment, du coup,
comment, une fois que le virage a opéré, vous avez su que là, par contre, vous étiez effectivement bien chez vous, dans votre domaine, en étant jardinier paysagiste? Qu'est-ce qui a fait que ça vous plaisait particulièrement? Parce que tout simplement, on se sent bien en fait. On sait, quand le matin on se lève, on va au travail et ça nous plaît. On sait que on a choisi la bonne chose. Pierre Alban, comment vous accompagnez finalement des apprentis, des MAF ou futurs MAF, comme Benjamin? Quel est votre rôle? Alors nous, du coup, on leur laisse tous la possibilité de s'inscrire au MAF. On en a tous les ans et on est un établissement assez gros, du coup. Et ensuite, on limite pas au début les inscriptions. Chacun fait son expérience. Il va, progresse. Le cas de Benjamin, en l'occurrence, il a tenté 2 fois le MAF. Du coup, une première fois, il est allé jusqu'au national, mais sans décrocher la médaille. On leur laisse la possibilité de recommencer l'année suivante quand ils ont encore l'âge. C'est le cas et du coup, il a été jusqu'à avoir l'or au national. Du coup, Un petit esprit revanchard, quoi. Qui a marché? C'est ça, oui. Vous, c'est ce qu'il vous fallait. Voilà, j'aime bien la compétition, donc... Et puis j'entends que vous aimez bien expérimenter une fois, puis vous y retournez. Oui. Je l'avais un peu en travers, donc on y retourne après. Vous, Guillaume, vous connaissez bien cette famille-là et la famille des MAF, parce que dans votre famille aussi, il y en a. Vous n'êtes pas arrivé, vous, pour le coup, par hasard dans cette branche-là. Vous pouvez peut-être, avant de parler de votre relation avec Benjamin, de parler de votre parcours aussi, qui est Alors moi, impressionnant. effectivement, j'ai une relation avec le paysage depuis longtemps, puisque mon grand-père est paysagiste, mon oncle, mon cousin, mon frère. Donc on est tous paysagistes. Et avec les concours, entre autres, j'ai une expérience, puisque mon oncle est meilleur ouvrier de France en 94 paysagiste. Donc les concours, ouais, c'est des choses qu'on connaît et qu'on a dans la culture, on va dire. Même si moi, j'ai pas fait parce que plus ancien et c'était pas dans l'air du temps à l'époque. Mais c'est quelque chose, ouais, transmettre et donner notre savoir, ouais, c'est quelque chose qu'on a dans nos gènes, on va dire. Justement, cette comparaison, vous dites que c'était pas dans l'air du temps. Qu'est-ce qui a changé dans l'air du temps pour que justement aujourd'hui, il y ait plus ça? Alors moi, du coup, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait les Olympiades. Et en termes de médias, et en termes d'implication et de moyens mis en œuvre, c'était les prémices. Et du coup, c'était pas très suivi, c'était les balbutiements, quoi. Donc aujourd'hui, oui, médiatiquement et économiquement, tout est fait pour inciter les jeunes à jauger par rapport aux autres apprentis. C'est une des difficultés qu'ils ont, je pense, de se dire, on est dans nos entreprises, mais on est à un certain niveau, mais par rapport aux autres, est-ce qu'on est bon, pas bon? On se demande un peu qu'est-ce qu'on vaut par rapport aux autres. Ça permet de se tester en plus. Donc. C'est le côté challenge, en fait, qui peut manquer dans un métier qui parfois peut être un peu solitaire, c'est ça? Après, pas forcément solitaire, Il y a du monde autour. Mais oui, c'est pas solitaire parce que vous travaillez avec d'autres, mais finalement, dans la compétition, c'est ça qui peut sembler peut-être un peu distincte. je pense qu'aussi on parlait d'aspect scolaire et beaucoup de jeunes qui n'aiment pas l'école se révèlent dans les concours. Il y a aussi le fait que parfois le collège peut être difficile pour les jeunes qui sont pas scolaires. L'apprentissage, il permet à ces jeunes-là souvent de se révéler et du coup, je pense que voilà, la plupart des jeunes qu'on a vus cet après-midi, c'était le cas. Ils ont parfois eu des difficultés scolaires avant et quand ils se révèlent dans un métier, ils se rendent compte qu'ils ont plein de compétences et que ça a été peut-être compliqué sur le collège, mais qu'ils se révèlent dans un métier et du coup, ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire parce qu'ils ont parfois eu des difficultés avant, du coup, je pense. L'enseignement, en fait, c'est ça. C'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on peut pas être très très bon, voire excellent dans d'autres domaines. Exactement. C'est ce que vous démontrez, en fait. Ce que j'essaye de démontrer. Vous, votre souhait pour la suite, c'est quoi? Vous vous projetez comment? Pareil, d'autres titres en vue, Ouais, là, actuellement, on prépare les World Skills ce week-end. On s'entraîne et puis on verra bien. Et le projet à moyen long terme, c'est quoi? C'est de rester avec Guillaume? C'est de partir ailleurs? C'est de... J'y réfléchis, j'y ai pas trop réfléchi encore. J'aimerais bien peut-être voyager, peut-être... Je me suis pas encore trop projeté. Je finis déjà l'année, puis... Déjà diplôme? C'est ça. Un CS en construction paysagère, actuellement. Et puis après,
Par rapport aux différents jeunes que l'un comme l'autre vous voyez, quelle est la spécificité de Benjamin? Est-ce qu'il est à l'image de beaucoup d'autres? Est-ce que justement il se différencie? Comment vous pourriez le décrire? Benjamin, par rapport à d'autres, il avait besoin de se jauger. Donc je pense qu'effectivement, les concours, c'est quelque chose qui est pour lui important. De savoir quel niveau il a et voilà, est-ce qu'il est bon ou pas bon, oui, c'est clairement ça. Et après, il est quand même impliqué, malgré son air un peu nonchalant et pas très concentré, pas très sérieux. C'est quelqu'un qui est quand même déjà bien professionnel et bien impliqué. Donc ouais, je pense que les concours, c'est important pour lui. Hein. C'est un faux air, en fait. Ouais. Oui, voilà, je partage. On a toujours des jeunes qui sont motivés. La plupart d'ailleurs, hein, ils se révèlent dans le métier. On n'a jamais besoin de forcer pour trouver des volontaires pour aller dans les concours sur notre établissement. Hein. On en a une multitude qui s'inscrivent. Après, nous, c'est le discours qu'on leur tient. C'est toujours une expérience et quoi qu'il arrive, voilà, la première fois, il a échoué au national pour avoir la médaille, mais même s'il n'avait pas recommencé, c'est une super expérience. Quand il recommence, il a la médaille d'or la deuxième fois. Là, il s'oriente sur un parcours sur les WorldSkills. Il a été sélectionné aux présélections régionales. Benjamin va faire les sélections régionales vendredi et samedi dans la région Pays de la Loire. Il a fini premier aux présélections. Il espère accéder au national et on y croit. Du coup, le parcours il est sympa. Et je pense qu'on avance au fur et à mesure que les compétences viennent aussi. J'imagine qu'il n'aurait pas imaginé faire ça il y a 2 ans. Non. Voilà, ça Pas vient au du fur et à tout, mesure. On a eu 3 MAF jardiniers paysagistes garçons, une MAF fille. Elles sont là, les filles, chez vous? Elles arrivent, elles osent pas, comment ça se passe? Il y en a des filles, elles sont minoritaires, mais voilà, du coup, Benjamin, que je suis en formation en CS construction paysagère, on a une fille dans le groupe. Aujourd'hui, voilà, quand ça représente 1, 2 filles, 3 filles maximum, souvent dans les groupes en apprentissage, mais malgré tout, je pense qu'elles accèdent quand même de plus en plus au métier. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais il y a 10 ans, on avait beaucoup moins de filles dans le métier qu'on en a aujourd'hui quand même. Comment aider le chemin, en fait? Leur dire qu'elles ont toutes leur place aussi, que c'est pas, comme d'ailleurs pour l'équitation spécifiquement féminin, que les garçons ont leur place. Est-ce que des fois vous en croisez qui disent non, je vais pas y aller parce que c'est un métier d'homme, et vous leur dites quoi? Non, je pense que quand elles sont intéressées par le métier, souvent elles sont très bien accueillies en entreprise. Hein. La plupart de nos apprentis, elles sont souvent très bien intégrées, ça se passe bien. Je pense que c'est peut-être une question de vocation au début ou d'intérêt pour le métier, mais la plupart des filles qu'on a en formation, en tout cas sur le CFA, on n'a jamais de souci d'intégration et on a toujours des bons résultats au bout et une insertion qui est souvent très bonne aussi, hein, parce que la plupart de nos apprentis filles sont embauchées derrière dans l'entreprise dans lesquelles elles ont fait l'apprentissage. Donc il n'y a pas de difficulté majeure, c'est plutôt... je pense plutôt dès le départ, peut-être un petit peu moins d'attraction du métier pour les filles, mais je pense que ça évolue, vraiment. Guillaume, garçon, fille, il y a du travail pour tout le monde? Il y a beaucoup de travail finalement? Alors il y a beaucoup de travail. Après, je trouve que le métier est quand même un métier en création physique, avec des charges lourdes, avec les aléas climatiques, du matériel pas forcément adapté aux femmes. Donc je pense que c'est aussi ces points-là qui font que... Aujourd'hui, les femmes ne viennent pas trop vers nos métiers, quoi. Mais après, effectivement, elles sont aussi douées que les garçons, voire parfois plus compétentes, plus minutieuses. Ça amène des choses, oui, souvent dans l'entreprise, oui. Et en général, ouais, quand on a des filles dans le groupe, c'est plutôt pas mal, ouais, pour le boulot. Donc elles ont leur place aussi. Après, Complètement. il s'agit de trouver où, comment, mais... C'est ça. Et il y a les conditions climatiques aussi qui sont quand même pas simples. Vous voulez dire par là le fait d'être dehors? Le fait d'être dehors, à la pluie, le froid, c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué et je pense que ça fait pas trop rêver, quoi. On a aussi peut-être plus de filles ou de femmes du coup en reconversion également. Parfois peut-être moins sur l'apprentissage, mais sur la formation adulte. Je pense qu'on a un public plus féminin sur les formations adultes. Du coup plutôt des gens qui ont eu un parcours avant et qui viennent se reconvertir au métier du végétal. Là, je pense que c'est plus attractif pour les femmes. Les femmes viennent sur le tard, du coup. Je pense, oui, plutôt en formation adulte que dès l'âge de 15 ans, du coup.
Merci messieurs, merci Merci à beaucoup. vous. Merci. On me dit qu'il y avait 2 filles qui ont concouru cette année en MAF. Donc, j'ai fait une petite erreur. Merci à vous. Est-ce que Jérôme Vol est là et veut bien venir conclure cet après-midi ? Oui, bonjour à tous. Merci Virginie pour cette animation. Merci à toutes et à tous de vos témoignages. À toutes, parce qu'il y a Margot. Merci pour vos témoignages, tout simplement parce que j'ai entendu des mots qui sont forts. Des gens qui se révèlent, des jeunes qui se révèlent. Ça veut dire qu'on leur donne un avenir. C'est qu'ils se donnent la chance d'avoir un avenir. Et donc c'est quand même capital pour la nouvelle génération. Ça veut dire que les métiers du vivant, les métiers de l'agriculture, du paysage, les métiers en général plaisent, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et autres. Et je pense que c'est intéressant. Le deuxième mot qui semble très intéressant, c'est le côté compétition, compétitivité. Je trouve que ça a du sens. Hier, on avait ici Héloïse Van Ruissel, escrimeuse professionnelle, qui veut se reconvertir dans l'agroalimentaire. La compétition, ça fait partie des gènes. Il y en a qui font du rugby. Moi, j'ai fait plutôt du rugby. D'autres ont fait du foot. Et des fois, la compétition dans le métier pour mettre en valeur les métiers, ça demande un investissement lourd, ça demande un investissement évidemment professionnel, ça demande un encadrement. C'est pour ça que moi je félicite très fortement à la fois les familles qui donnent l'avenir de leurs enfants et qui leur permettent d'avoir un avenir. La deuxième, aux centres de formation, qui sont en capacité de les accueillir dans les bonnes conditions. Et j'ai apprécié le terme, quand on est au meilleur apprenti de France, on ne regarde pas si on vient d'une maison familiale, si on vient du privé, si on vient du public. En fait, on est dans la profession, on est dans un schéma où on essaye de mettre en valeur les métiers. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on ne se classe pas, on essaye juste de montrer que nos métiers sont dynamiques, en capacité d'amener une envie de compétition, de reconnaissance humaine, etc., etc. Et je crois que ça, c'est important de le dire. Le deuxième, c'est les branches. Et je félicite, on l'a vu, la filière équine évidemment, mais le paysage qui est très engagé sur meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France, mais aussi WorldSkills, comme il a été dit tout à l'heure, parce que c'est une dynamique, j'ai envie de dire, de continuité, qui met en valeur les métiers. Des métiers, d'ailleurs, je le dis, qui sont en pleine progression en nombre de salariés, d'entreprises. Donc ça montre aussi que derrière, ça amène et ça génère une certaine dynamique. Donc tout cela va dans le sens de la reconnaissance, le sens de l'action, le sens aussi que demain, nous aurons à la fois des chefs d'entreprise, à la fois des salariés dans nos entreprises, mais ce n'est pas qu'un travail, je suis désolé, mais dans le paysage comme dans l'agriculture, ce n'est pas qu'un travail manuel, extérieur, c'est un travail de réflexion, d'aménagement, d'être en capacité de mettre en valeur des fois un petit espace et de le mettre vraiment en valeur. Et je trouve que ça, c'est une richesse. On a aussi des éleveurs qui sont en compétition dans le concours général agricole, dans la reconnaissance génétique. Tout cela, ça montre aussi, et c'est par ces personnes-là qui s'investissent, que ce soit les entreprises qui accueillent des jeunes, qu'on arrivera à montrer que notre métier est un beau métier. Nos métiers sont des beaux métiers. Nos métiers sont surtout des métiers d'avenir. Et pour la féminisation, il ne faut pas regarder ça d'un angle pessimiste. Parce que la numérisation, la capacité demain à travailler autrement, avec de nouveaux modèles, avec un accompagnement sur la robotique, etc., permettra évidemment que les métiers se féminisent. Et on verra de plus en plus de femmes dans nos métiers, parce que moi je suis vigneron, je peux vous dire que les vignerons font des très bons vins, et donc du coup c'est aussi par la compétition, ou en tout cas la reconnaissance de l'action menée, et en les mettant en valeur, qu'on sera en capacité demain de montrer que notre métier est un métier de femmes et d'hommes, et pas d'hommes, mais aussi de femmes, c'est bien de femmes et d'hommes. Et j'espère que ça sera comme ça que ça ira. En tout cas, pour nous, au Capiat, évidemment, on est très fiers aujourd'hui d'avoir le témoignage de Margot, de Nicolas, de Lucas, de Benjamin. Mais il faut se dire aussi que dans une compétition, pour qu'une compétition soit réussie, il y en a aussi qui ne réussissent pas la première année. Et donc, du coup, c'est tous les apprentis de France, qui fassent la compétition ou qui ne fassent pas la compétition, qui sont aujourd'hui mis à l'honneur par ces témoignages,
parce que c'est notre métier qui est en tout cas en devenir. En tout cas, merci à tous pour votre mobilisation, merci à votre engagement, merci aux entreprises parce que il n'y a pas d'apprentis s'il n'y a pas de maître d'apprentissage. Donc je pousse fortement à ce que demain les entreprises ouvrent leurs portes aux apprentis si on veut avoir demain une capacité de recrutement, de renouvellement de nos actifs dans nos entreprises et la capacité de pouvoir répondre à des marchés, à la fois de la souveraineté alimentaire, mais aussi des marchés publics qu'on peut avoir dans le cadre du paysage. Voilà, en tout cas, merci à tous pour cette action et Ocapiat, parce que je représente Ocapiat. Ocapiat sera toujours là pour accompagner à la fois ces dynamiques-là, les apprentis en termes de financement, comme on a su le faire, mais aussi, et je le dis, c'est pas parce qu'on a été apprenti qu'il ne faut plus faire de la formation continue. Je le dis aux chefs d'entreprise, je le dis aux apprentis d'aujourd'hui, la formation est continue. Si on veut être moderne, si on veut être capable d'être dans une entreprise qui sait se renouveler, qui est encore dans le marché, il faut être en capacité de faire de la formation continue de tous les acteurs de l'entreprise, du patron aux salariés et aux stagiaires. Merci en tout cas pour vous, de l'action que vous menez, et en tout cas Ocapiat sera toujours là pour vous accompagner. Merci. Alors vous allez m'engueuler. En fait, j'invite tout le monde à faire une photo, et ensuite il y aura une petite collation, un petit café ou autre. Voilà. C'est ça, Virginie ?